Elle s'appelle Muriel Gedge. Si vous habitez Jérusalem, vous la connaissez sûrement. Elle a été responsable de la Coupat-Cholim Léumite pendant de nombreuses années. Elle est médecin généraliste. Vous avez peut-être été soigné par elle. On s'est dit que c'était intéressant de faire un petit arrêt sur image pour parler d'Alia. Eh bien, restez avec nous, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Muriel Gedge, bonjour. Bonjour. Contente de vous avoir à côté de moi. Moi aussi. Je suis contente d'être là. C'est parfait. Alors, vous êtes montée en 1987, alors que vous étiez déjà médecin en France. Vous aviez une famille de 4 enfants. Votre mari était anesthésiste. La vie était belle. Vous partiez en vacances, on va dire, très souvent. Vous avez une bonne situation professionnelle. Alors, venir à l'époque en Israël, on vous disait, mais vous êtes complètement fou, quoi. On nous a traités de fous complètement. Surtout que j'ai voulu venir le dernier jour de l'école des enfants. J'avais 4 enfants entre, 10 ans et 2 ans. Ouais. Et on était les seuls dans l'avion. On était les seuls à être traités pour recevoir notre Théoudat Zéout israélienne ce jour-là. Les gens nous ont dit qu'on était fous, qu'on allait revenir, Ouais. qu'on allait... Vous cassez la figure. Se casser la figure. Globalement, on n'avait aucune chance de réussir, que c'était dommage par rapport aux impôts, par rapport à l'argent. Les gens ont dit, mais vous n'allez pas diviser votre revenu par 10, c'est ridicule. Eh bien, Dieu merci, moi et mon mari, on a fait ça. Et je pense que des gens qui ne l'ont pas fait à l'époque, aujourd'hui, quand ils ont leurs enfants qui ne veulent pas obligatoirement monter, les enfants qui sont installés en France, certains couples, même à la retraite, viennent aujourd'hui tout seuls, parce qu'ils ont, eux, toujours voulu venir. Mais quand on laisse la vie comme ça évoluer, parfois, les enfants ne veulent plus venir et les couples sont installés. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Très compliqué. Alors, à l'époque, vous aviez une situation professionnelle sympathique. Vous aviez créé une crèche avec la date. C'était la première crèche juive cachère, Or Yosef. Pourquoi cette crèche ? Écoutez, pour être à la direction d'une crèche, il fallait être soit puéricultrice avec 5 ans d'expérience, soit médecin. Moi, j'étais un tout jeune médecin et j'avais effectivement à l'époque déjà 2 enfants, donc je venais avec eux. C'était la façon de commencer à travailler avec des enfants en bas âge, puisque les 8 ans que j'ai passé mariée en France, j'ai eu 4 enfants. Ouais. Et donc, je devais gérer les enfants petits. Donc, je partais avec les enfants, 1, 2, 3, 4, au travail le matin, avec la crèche, le jardin d'enfants, etc. Je revenais avec eux à la maison. Je ne travaillais pas le samedi, puisque j'étais déjà religieuse à l'époque. J'avais fait tchouva avec le rabbin Chouchna quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Et mon mari non plus ne travaillait pas le Shabbat. On était président de la communauté de Saint-Ouen. Et donc, on était effectivement très bien installés en France, mais c'était mon rêve de toujours. De jeune fille, de toujours. De toujours, de vivre à Jérusalem. Voilà. Vivre en Israël et vivre à Jérusalem. Voilà, donc ça, c'était un rêve qui a été réalisé, bien que votre mari, au début, c'était pas tellement le sien. Non, c'était pas du tout son idée au départ. C'était pas du tout son idée au départ. Il ne voulait pas venir en Israël. Et effectivement, on est parti en laissant mes parents, ses parents, notre rave, en laissant tous nos amis, en laissant nos situations. C'était quelque chose, pour moi, c'était du domaine du rêve. Je lui disais que je ne voulais pas voir grandir mes enfants comme ça. À l'époque, déjà... Alors, comme ça veut dire comme 85-87, c'était quoi la France? Déjà, la France, c'était l'époque où il y avait eu des attentats, où les synagogues étaient protégées, où on avait l'obligation, quand on faisait l'office à Saint-Ouen, d'avoir des gardes devant la porte, ou l'école Or Yosef, où il y avait la crèche. On avait créé un grand portail, il y avait des policiers devant. Et ça ne les intéressait pas du tout de nous garder. Alors qu'ici, quand je vois des policiers à l'entrée d'un endroit, ou quand je vois un chômeur, je suis tranquille. Je n'aimais pas les policiers français devant notre porte pour nous protéger. C'était pas je sentais que c'était pas ça. Je voulais pas voir grandir mes enfants là-dedans. Comme ça. Ça paraît fou parce qu'on a un peu oublié tout ça. On a un peu oublié. La France n'a pas toujours été... À l'époque où moi, j'ai étudié la médecine, oui, c'était l'époque où il était encore, mal vu d'être antisémite, etc. Mais déjà, ça avait beaucoup changé. Et je voyais que la situation n'allait pas en s'améliorant. Et de toute façon,
je voulais pas de ça. Le fait d'être religieux aussi, c'était compliqué parce que votre mari, on l'a pas dit, mais il était anesthésiste et donc ne pas travailler le Shabbat pour un anesthésiste, c'est un peu compliqué. C'était terrible parce que il a travaillé tous les jours de Noël et jours de l'an, mais ça suffisait pas. Il travaillait tous les dimanches pratiquement pour remplacer le samedi. C'était très très compliqué. Les gardes commençaient et se terminaient le samedi. Il pouvait pas. Vivre en France, c'est pas vivre en tant que juif pleinement. On peut pas. On peut pas. Il a s'est beaucoup battu pour ne pas travailler le samedi. Et ici, quand on est arrivé en Israël, il s'est mis à étudier. Et il a dû travailler le samedi. Ah, il a dû travailler le samedi justement parce que c'était avec d'autres juifs et qu'il fallait bien qu'il travaille. Ou c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre qui était juif aussi. Les choses mais c'était une autre dimension. Tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'avait rien. Alors, rien à voir. Donc, vous êtes, dès que vous êtes arrivé en Israël, vous avez pris la direction du Kotel parce que vous avez tout de suite voulu associer Dieu à votre réussite. C'était une demande. En vérité, c'était une prière. De l'aéroport, avec les enfants et les bagages, qui étaient pour partir au Merkaz Klita à Gilo. Ouais. On a demandé à s'arrêter au Kotel. Mon mari et moi, on est descendus prier. Moi, j'ai prié de toutes mes forces pour qu'il nous accepte, parce que je sais que la réussite en Israël dépend de... On est accepté ou on n'est pas accepté par Dieu. C'est comme ça que moi, je le sentais. Et je lui ai demandé de m'accepter en Israël, je lui ai demandé de m'accepter à Jérusalem. Et effectivement, il nous a donné des réponses extraordinaires. Et quand on est arrivé au Merkaz Klita, c'était le 30 juin 87. À Gilo, Merkaz Klita. Au Merkaz Klita à Gilo, par rapport à Paris, c'était un gros choc. C'était un gros choc. On est arrivé au Merkaz Klita avec les Éthiopiens, etc. Pas de téléphone, pas rien, il y avait rien. Un confort très spartiate. Non, et puis des métaphrimes qui essayaient de nous montrer des maisons en nous racontant n'importe quoi avec notre hébreu débutant, avec des gens qui... Ici en Israël, vous pouvez très bien avoir patouar sur un endroit, ça veut dire qu'il est fermé. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'était pas la France, hein. C'était pas la France. Le choc culturel a eu lieu. Mais disons que vous avez tenu bon. On l'a voulu. Ouais, on l'a voulu. Ça vous faisait pas peur? Non, ça ne m'a pas fait peur. Je l'ai voulu. Et effectivement, le bon Dieu nous a répondu. Mon mari a tout de suite trouvé du travail. Et le lendemain de notre arrivée, il était déjà au travail. C'est-à-dire le 30 juin, le 1er juillet, le 1er juillet, il a été voir l'hôpital Misgavladach à l'époque. Il cherchait un anesthésiste. Absolument. Et il avait son diplôme d'anesthésiste. Il lui a dit, donne-le-nous tout de suite. Moi, je me suis dit, bon, ça va pas marcher. Mais oui, ça a marché. Et il a travaillé longtemps à Misgavladach, après à Hadassah. Et vous cherchez un job à mi-temps, vous l'avez trouvé en... Et moi, on m'a proposé, non, on est venu me chercher carrément. Un ami m'a téléphoné, m'a dit, écoute, je travaille à Géoula, je ne peux pas examiner les femmes religieuses, elles me font des problèmes. On va créer un poste à mi-temps pour femmes religieuses à partir du mois prochain. J'étais arrivée en Israël il y a 3-4 mois. J'ai dit, mais là, comme ça, maintenant, il m'a dit oui. Et j'ai trouvé donc un poste en plein Jérusalem, qui était à mi-temps à l'époque, parce que bon, j'ai eu encore d'autres enfants en Israël. Et ensuite, le bon Dieu nous a répondu. Et puis on a continué, on a eu d'autres enfants, dont une qui est arrivée au moment de la grande alia des Russes, et donc qu'on a appelée Rachel, parce qu'elle voyait le kibbutz Galouyot. On a vécu la guerre du Golfe, mais c'était très sympathique. Avec les masques, avec les... Non, ça dépend comment on prend les choses en Israël. Toutes les choses. Ça dépend comment on prend les choses en Israël. Côté, ouais. Moi, oui. Moi, j'ai aimé. Côté. Oui, j'ai fait grandir mes enfants. Je les ai mariés, Dieu merci. Maintenant, je suis une vieille grand-mère. Bientôt arrière-grand-mère dans un mois, si Dieu veut. Enfants, bientôt arrière-grand-mère. Bientôt arrière-grand-mère et en retraite depuis 4 mois. Mais je recommence à travailler le mois prochain. Faut pas exagérer. Je suis pas capable de ne rien faire. Alors, juste pour revenir sur tout ce que vous avez vécu, on peut pas tout détailler, mais c'est vrai que vous avez grandi aussi avec le pays. Après tout, c'est une tranche de vie, quoi. 34 ans bientôt en Israël. Oui, ça fait. J'ai vécu plus ici qu'en France finalement. Je suis venue de Tunis, j'avais 5 ans et demi, et j'ai vécu en France donc une trentaine d'années comme ça. Et j'ai vécu déjà plus en Israël qu'en France. Ça y est. Qu'est-ce qui est difficilement explicable ici? Parce que c'est vrai que vous avez dû garder aussi des copains, de la famille en France. Quand ils voient votre évolution, est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce que vous expliquez pourquoi vous êtes tellement attaché à ce pays, à cette terre? Non, je crois qu'on ne peut pas expliquer. J'ai l'impression quand je leur parle, que je ne parle pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si on avait carrément des émissions différentes. Ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Et je ne comprends pas leurs préoccupations. Franchement, on s'est beaucoup éloigné. On a des amis depuis 30-40 ans. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas... Les priorités ne sont plus les mêmes.
Ce qui était très important pour nous, c'était le chinour des enfants, c'était la Torah, c'était de vivre en Eretz Israël, c'était d'être avec notre peuple, c'était pas d'acheter de nouvelles robes, c'était pas de sortir en vacances, c'était pas d'aller chez le plus grand coiffeur, c'était pas d'avoir des chaussures de chez machin. Ça nous est égal ici. Hein. Enfin, on vit pas ça. Les valeurs sont plus du tout les mêmes. Non, on vit plus. On n'a plus le même TEDR, on n'aimait pas sur la même chose. Ils comprennent pas notre vie, on comprend pas très bien leur vie. Et malheureusement, heureusement, j'en sais rien, on s'est quand même pas mal éloigné. On s'est rapproché de beaucoup de gens ici. Ouais. J'ai pas choisi un quartier particulièrement religieux. J'aime bien les choses qui sont ensemble. J'aime beaucoup quand dans le peuple d'Israël, on est tous ensemble. Je suis pas du tout sur un quartier religieux. Donc là, en ce moment. Pas du tout. J'aime beaucoup le débat. Ah bon, d'accord. Je n'ai aucun problème avec le débat. J'aime qu'on exprime ses opinions. J'aime que les choses soient sur la table. Je pense que les problèmes, quand ils apparaissent, on peut les résoudre. Les problèmes qu'on balaye sous le tapis, on les voit jamais. On peut pas les résoudre. Et tout ce qui est... En vérité, le plus grand désordre, à mon avis, c'est la veille de Pessah. Parce que là, tout est sorti. On a sorti les armoires, on a sorti les boydem, on a tout sorti. Et là, à ce moment-là... Ça a l'air d'être le plus grand désordre. C'est juste avant un grand ordre. Moi, je vois qu'un grand ordre va s'organiser, mais que tous les problèmes doivent être mis sur la table. Je ne crois pas qu'il faut laisser la langue de bois un petit peu française, comme ça. Bonjour madame, au revoir madame, merci madame. Vous aimez bien la franchise israélienne? Oui. Ouais, ça vous plaît, ça vous correspond. Ça me correspond. Alors, est-ce que vous pensez justement, puisque vous êtes là depuis longtemps, vous avez vu des vagues d'Aliotes arriver, des jeunes, des plus vieux, en plus vous les soignez, est-ce que vous trouvez que l'Aliyat France de ces 10 dernières années a bien réussi à s'intégrer? Est-ce que c'est pas la même, évidemment? Je regrette un petit peu, peut-être que c'est paradoxal, mais de parler à Kalita de ça. Mais je regrette un petit peu aujourd'hui le manque d'intégration des Français dans la société israélienne. Les anglophones ne sont jamais vraiment intégrés dans la société israélienne. Ils ont toujours eu des journaux, des radios, des sorties en anglais. Mm-hmm. À mon époque, ça n'existait pas. Il y a 34-35 ans, il n'y avait aucun journal. Il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas d'informations. On se débrouillait avec ce qu'on pouvait en hébreu. Et beaucoup moins de monde. Et on a plongé dans la société israélienne, si bien qu'aujourd'hui, moi, je suis en mesure d'aller voir le théâtre israélien ou un film israélien. Et l'Aliyah de France, aujourd'hui, enfin dans les dernières années surtout, je trouve qu'elle est un peu gâtée. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens qui sont venus ici sont venus plus aisés, souvent plus aisés, sont venus, dépensent beaucoup en Israël et c'est très bien, vivre ici, aiment ce pays, oui, mais ils s'intègrent peut-être moins bien, dans la mesure où tout leur est proposé sur un plateau d'argent. Il y a des chaînes françaises, des chaînes de télévision françaises. On pouvait en rêver à l'époque. Il n'y avait pas, je n'avais aucune information. Alors quoi, il faut que les gens ne perdent pas de vue la nécessité d'apprendre la langue. Je pense qu'il faut continuer à apprendre la langue. D'un autre côté, je pense que des gens qui arrivent à un certain âge ne sont pas toujours en mesure d'apprendre la langue. Alors c'est bien pour eux, c'est intéressant pour eux d'avoir tout ça. Et je m'en sers moi-même. Je veux dire, moi aussi, ça m'amuse de voir des films francophones. C'est paradoxal, en fait. Oui, c'est un peu paradoxal. Au niveau d'intégration, c'est moins bon. Parce que quand vous n'avez pas le choix, l'intégration se fait. Ouais. Et que quand vous avez le choix, on va vers la facilité. Mais vous ne croyez pas qu'on s'intègre malgré tout? Bien sûr. Et puis, on n'a pas besoin de s'intégrer. La société israélienne, elle est multifactorielle, elle est multiculture. C'est quoi être israélien? C'est aussi moi, c'est aussi des gens qui sont venus il y a 2 ans, c'est aussi des gens qui sont venus il y a 70 ans. C'est tout en même temps. Et je ne crois pas qu'on doit être dans l'uniformité. On est 12 tribus à la base, on ne sera pas une tribu. On n'est pas des Chinois pour marcher en rang. C'est sûr, mais apprendre l'hébreu, on n'y arrivera pas. Apprendre l'hébreu, en tout cas. Apprendre l'hébreu me semble indispensable. Je pense que c'est la base de beaucoup, beaucoup de choses qui font que on peut vraiment participer à la société israélienne. Mais avec des traductions, avec beaucoup de gens s'arrangent comme ça. Et si ça leur convient, c'est très bien. Moi, je voulais la société israélienne. Je voulais être une Israélienne. Et je pense que je le suis. C'est un petit peu avec vos enfants aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, oui. Mes enfants, je leur parle en hébreu. Mes petits-enfants, complètement. Mes arrière-petits-enfants, je ne pense pas que ça changera. Et je parle en français avec mon mari. Je lis en français quand même. Ouais. C'est-à-dire que je lis en hébreu couramment, mais
je lis en français. Un bon livre, je veux le lire en français. D'accord. Pour me reposer, je lis quand même en français. Ouais. Oui. Pour reposer l'esprit, je continue. Ce qu'on a appris... Parce que vous travaillez en hébreu toute la journée. Je travaille en hébreu toute la journée, mais lire et compter, ce sont des choses que quand même je fais en français parce que je les ai appris. Je suis venue, j'avais déjà 33 ans, je n'étais pas une enfant. Ouais, non, c'est sûr. Donc, j'ai continué. Mais il y a Je veux dire, la culture israélienne, c'est tout en même temps et c'est bien parce qu'elle est très variée. Ok, alors... On comprend que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour pour ce pays. Je sais que vous avez plein de souvenirs, plein de choses que vous avez dû vivre. Quelque chose qui vous reste en tête, un meilleur souvenir, plus belle image, quelque chose qui vous tient, voilà, les jours sans, si vous en avez. Peut-être la façon dont les enfants vont au mariage ici en Israël. Cette façon... avec cette doucha, avec cette sainteté dans laquelle ils vont au mariage, c'est quelque chose qui m'a émerveillée. Ayant connu la société permissive en France, cette façon d'être française, je peux dire que c'est cette propreté de ces jeunes qui aujourd'hui restent et se marient proprement. Ça m'a énormément touchée. Accompagner mes enfants sous la roupa a été pour moi la chose la plus marquante, la chose qui m'a le plus enthousiasmée. Quand on a connu à quel point ça peut être pourri et à quel point ça peut être beau, à quel point il y a une différence, je veux dire, avec les petits-enfants, comment ça se passe, comment ils me racontent des choses de Torah. Mon beau-père disait à l'époque, mais où ils ont appris à parler l'hébreu, ceux-là, si vite, si jeunes. C'est tellement naturel dans leur bouche, c'est tellement vivant. Rentrer mes fils à l'armée. Les uns après les autres, je les ai accompagnés pour qu'ils rentrent à l'armée. Et quand vous voyez votre fils rentrer à l'armée, quand vous avez malgré tout cette culture française comme ça, c'est un moment de grâce. Un moment de grâce. Bon, ben voilà, pour tous ceux qui se demandent comment ça va se passer quand ce sera. Je ne sais pas si ça se passera pareil pour tout le monde. Je crois qu'il faut simplement beaucoup d'amour pour Israël. Ouais, voir les choses positivement. Oui. Voilà. Bon, ben voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce beau témoignage. Je vous en prie. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.